J'avais compris, lance la vidéo, et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai Jean à côté de moi qui a... J'ai mal articulé, Richard, je suis désolé. Quelle vidéo vais-je J'ai pouvoir des lancer hologrammes partout. Mais merci d'être là, en chair et en os, Jean. Alors, on a parlé hier et on s'est dit qu'il y avait 1000 sujets et que, en fait, tous ces sujets tournaient plus ou moins autour de la liberté de parole, la liberté d'expression. Et on va commencer par l'Arcom. Bah oui, parce que hier, vous savez, je ne sais pas si vous avez fait partie des millions de Français qui ont suivi la dernière de TPMP sur C8. Non. C'était la dernière émission, de fait. Et c'est quelque chose en France d'historique dans le paysage. Pour la première fois, je crois, depuis que la télévision existe, par décision administrative, on ferme une chaîne, et non pas une petite chaîne, c'est la première chaîne de la TNT, C8. Alors, les mauvaises langues disent qu'ils n'ont pas voulu fermer C8, ils ont plutôt voulu rebattre le claquet de Cyril Hanouna. Bon. C'est possible. C'est possible. Le problème, si vous voulez, alors il y a deux choses. Cette censure, qui ne dit pas son nom, parce qu'évidemment, vous savez, toutes les atteintes à la démocratie, dans une démocratie, se trouvent toujours, enveloppées des faravenants du pluralisme, de la liberté d'expression. Bref, il y a comme une espèce de retournement, au moins sémantique et verbal, de la démocratie contre elle-même en utilisant finalement les moyens de la démocratie pour tuer la démocratie. C'est exactement ce qui vient de se passer hier avec C8, ou en tout cas le processus qui a abouti à la suppression de C8. Vous savez, tout cela vient de loin, puisque, rappelez-vous, votre humble serviteur avait lui-même fait l'objet d'une censure en novembre 2003 par l'Arcom. Là encore, badigeonné de légalisme, puisqu'on m'avait affecté une étiquette politique que je n'avais pas, puisque j'étais chroniqueur depuis 2 années à la télé, sans aucun engagement politique, sans être candidat nulle part et sans mandat électif. Et du jour au lendemain, un sombre collège, dans un sombre bureau, un sombre lundi matin dans une sombre tour, décide de me classer personnalité politique d'hiver droite. Alors, le problème, c'est que vous avez d'autant plus de mal à vous dégager de cette étiquette, que cette étiquette, en fait, c'est un fourre-tout. Bon. Et à l'époque, personne n'avait vu venir ce qui allait advenir par la suite. En réalité, la procédure est toujours au Conseil d'État. Je n'étais pas le seul, d'ailleurs, à ce moment-là, à être censuré. Mais comme il n'y a rien eu de spectaculaire, le Conseil d'État s'est dit, puisqu'on peut effectivement museler des chroniqueurs qui ne disent pas la langue du parti, des chroniqueurs qui vont à l'encontre de la pensée unique, des chroniqueurs politiquement corrects, allons-y pour des chaînes alors. Si des chroniqueurs c'est possible, pourquoi une chaîne entière ne le serait pas ? Mais oui. Et c'est ce qui s'est passé. Et en réalité, au départ, je regrette, pas pour ma cause personnelle, mais je savais que mon cas personnel, c'était le début de quelque chose. Et comme disait Churchill, entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Là, c'est exactement pareil. Entre la révolution, ou en tout cas la révolte face à une censure, ils ont choisi le silence en pensant que ça allait passer et que les choses allaient s'arranger. Ils ont eu le maximum, c'est-à-dire la suppression de C8. Maintenant, les Louis Boyard, Taillé-Polian, l'inénarrable député écologiste, et toute la clique de la France insoumise qui voulait effectivement faire taire Cyril Hanouna, ils y sont pour leurs frais. Parce que rendez-vous compte que le but poursuivi par ces Haves, Fleur de Nave et autres alburostres, qui étaient effectivement de censurer Hanouna et l'empêcher de parler, eh bien Hanouna va sur le groupe M6, c'est ce que nous avons appris hier soir. Il commencera à nouveau TPMP sur M6 cette fois à partir de septembre, et entre-temps, il diffusera sur toutes les box, Bouygues, Orange, Free, sans parler de l'outre-mer. Donc en réalité, ils ont voulu museler une personnalité de télévision. Eh bien cette personnalité va prendre encore plus d'ampleur en parlant avec encore plus de monde à un public encore plus important. Et c'est là où Youssef Chahine, le grand cinéaste égyptien, clôturera cet édito. Youssef Chahine qui disait « La liberté a des ailes, rien ni personne ne pourra jamais empêcher son envol ». C'est très beau. Qu'en pense Jean-Michel Apathy ?
Parce que l'ARCOM sanctionne le camarade Hanouna et toute la chaîne C8 et évidemment la galaxie Bolloré au passage, en espérant porter un coup fatal à l'écosystème bolloréen. Rappelons que C8 était déficitaire, donc on n'est pas absolument certain que ce soit un drame si aigu. Pendant ce temps-là, Jean-Michel Apathy... Non, bien sûr. Ouais. Mais Jean-Michel Apathy, lui, dit très tranquillement que les nazis se sont inspirés des Français pour commettre leurs horreurs à Oradour-sur-Glane. Il a été dénoncé à l'ARCOM. Où est-ce que ça en est ? Écoutez, il paraît que l'ARCOM donc, a décidé enfin d'instruire le dossier, ce qui ne présage en rien de la décision qui va être prise. Bien sûr que c'est là où, si vous voulez, on voit que ce légalisme, ce vernis légaliste que s'acharne à donner un système aux abois à des décisions de plus en plus politiques, de plus en plus discrétionnaires et non justifiées, se lézarde en réalité. Parce que je ne suis pas sûr que ni Jean-Michel Apathy sera sanctionné, ni encore moins l'antenne sur laquelle ont été prononcés ces mots fera l'objet d'amendes records, comme ce fut le cas pour Cyril Hanouna et C8. Donc il y a de toute façon, et là j'enfonce une porte ouverte, tout le monde a vu que depuis des années, il y avait évidemment un deux poids, deux mesures dans la manière dont les choses sont allées. En réalité, vous savez, l'ARCOM, c'est quand même un défi au bon sens démocratique et même au légalisme d'une certaine façon. Parce que qu'est-ce que c'est l'ARCOM ? Dans une démocratie digne de ce nom, il y a quand même une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que le pouvoir qui émet la règle n'est normalement pas celui qui l'applique. Or, l'ARCOM, d'abord, c'est une autorité qui n'a d'indépendant que le nom, puisque son président est nommé par le président de la République, excusez du peu. Et ensuite, je dirais que le cadre normatif et réglementaire de l'ARCOM, c'est l'ARCOM qui en décide et c'est lui qui le fait. Et c'est l'ARCOM qui fait appliquer les règles que l'ARCOM elle-même a prises. Donc on n'est pas du tout dans une institution démocratique au sens de Montesquieu, de la séparation des pouvoirs et d'une démocratie moderne. Jean-Michel Apathy est le fruit de cela, puisque vous savez, Jean-Michel Apathy, depuis des années, c'est le grand prêtre, la voix de son maître, la voix du système antinational inique qui dirige la France depuis une 50aine d'années, et il a tendance à en devenir à la fois le visage le plus abject et le visage le plus hideux, comme ils viennent de le démontrer. Pourquoi ? On est bien d'accord, on ne parle pas du physique, on parle juste des propos. Hein. Ah, on parle du propos, bien sûr, et de sa verve particulièrement haineuse vis-à-vis de la France. Vous savez, il avait déjà proposé de raser Versailles, le château de Versailles, s'il était élu président de la République. Quel Français, un tant soit peu amoureux de son pays, peut dire une chose pareille quand le château de Versailles est un monument qui est visité par la planète entière ? C'est ubuesque. Puis, quand bien même il ne serait pas visité, c'est une splendeur absolue. Et je terminerai en vous disant que Jean-Michel Apathy ne connaît pas l'histoire. Il parle des Français qui se seraient inspirés des nazis. Est-ce que Jean-Michel Apathy... Non, il a expliqué que c'était les nazis qui s'étaient inspirés des Français. Excusez-moi, j'ai inversé. Voilà. Oui, tout à fait. Pardonnez-moi. Ce qui, à mon avis, est pire. Attendez. La seule chose dont les nazis se sont inspirés, c'est les soldats de la République en train de massacrer les Vendéens. Il y a quand même une information que vos auditeurs doivent savoir ce matin, c'est que vous savez qu'entre 1830 et 1962, la population juive qui vivaient sous le statut de la Dima à Alger, puisqu'ils étaient discriminés, comme les chrétiens d'ailleurs, ils étaient discriminés par la charia, par la loi islamique, ils payaient plus de taxes, ils n'avaient pas le droit de porter des armes, ils n'avaient pas le droit, de briguer des fonctions dans la fonction publique. La population juive d'Alger entre 1830 et 1962 a été multipliée par 8. Et oui, je ne suis pas sûr que le Troisième Reich puisse se targuer d'un tel bilan. Mais non, et même l'inverse. Mais ça, c'est de toute façon, Apathy a décidé d'avoir une vision totalement idéologique de l'histoire de France. Et vous avez raison, il représente ce camp haineux qui d'ailleurs est dirigé par Emmanuel Macron, qui passe sa vie à faire des déclarations absolument aberrantes depuis 2017 sur les crimes contre l'humanité de la France dans les anciennes colonies, avec d'ailleurs un effet immédiat. Pas une seule colonie ne lui est reconnaissant et au contraire, tous les pays africains vomissent la France de plus belle depuis que Macron a été élu et qu'il se donne dans la repentance mémoriale âgée continue. Mais c'est évident parce que ce sont tous les peuples de la Terre, si vous voulez, ne sont pas wokistes, tant s'en faut, n'apprécient pas la haine de soi, tant s'en faut. Je crois que les nations africaines, quoi qu'on en dise, sont des nations fières.
Et elle n'aime pas discuter avec le représentant d'une nation dont il se dit pas fier. Parce que pour le coup, c'est une marque de faiblesse et un signal de faiblesse envoyé à la communauté internationale qui ne sera jamais respecté. Vous savez, le droit international et les relations internationales, c'est toujours un peu la loi du plus fort, et c'est la force qui arrête la force. Jamais une faiblesse internationale n'a arrêté la force, si vous voulez. Donc Emmanuel n'a rien compris au grand concert des nations et à la grande histoire géostratégique entre les nations. Voilà, c'est dramatique, mais c'est ainsi. Alors il y en a un qui a peut-être un peu mieux compris, mais il s'y prend super mal, c'est Bayrou. Alors Bayrou, c'est un désastre. Bayrou est une catastrophe. On sait... Alors, on est d'accord sur les principes, mais ce serait bien de faire allusion à un moment précis. J'allais y venir. Vous savez que mon propos n'est jamais creux, mon cher Richard. J'ai tendance toujours quand même à étayer mes assertions. Et là, en l'occurrence, l'actualité me livre, si j'ose dire, un étayage de taille, puisque vous avez vu cette espèce de conférence de presse absolument ubuesque, où pour parler d'un sujet qui est la priorité numéro 1 des Français, à savoir l'immigration, nous avons une espèce de caricature de notable de la Troisième République, bedonnant mais sans les monocles, qui arrive titubant, octant, comme un ivrogne. Mais comme un Biden français. Voilà, totalement perdu. Vous voyez, un espèce de vieillard cacochi mais valétudinaire qui s'exprime en trouvant pas ses mots, en trouvant pas son texte, en cherchant de l'eau. Et quel symbole incroyable par rapport à cette thématique. On dirait que c'est la conférence de presse de Bayrou d'avant-hier. C'est ça. Et je dirais que... si vous voulez, alors il ne s'agit pas de se moquer d'un homme ou de son âge. Si, on peut. C'est pas la question. Moi, là, c'est au Premier ministre que je parle, pas de la personne qui est derrière. Mais quand même, quel symbole désastreux. On a l'impression que tout ce système antinational qui nous dirige, dont j'ai parlé il y a quelques instants, et dont l'une des voix principales a été quand même François Bayrou, puisqu'il a été associé quand même à plusieurs gouvernements sur plusieurs décennies. Il est le représentant, une sorte de comment dirais-je, de figure emblématique de ce système. Lorsqu'il s'agit de parler du cœur, du réacteur de ce système, c'est-à-dire l'immigrationnisme, il en perd ses mots, il en perd sa langue. Quel symbole incroyable quand même. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas fait ça, je ne sais pas moi, sur un projet d'avancée communautaire au sein de l'Union européenne. Là, je pense qu'il aurait déroulé avec assurance et certitude. On sent quand même que par-delà, si vous voulez, ce que l'on voit à l'antenne, il y a quand même le côté tétanisé du porte-parole du système immigrationniste qui perd ses bras, perd ses jambes, perd sa langue, perd ses yeux devant un projet de loi qui vise à restreindre l'immigration, qui est le grand carburant et la grande cause du système antinational depuis 50 ans. Voilà ce que moi j'ai vu. Avec tous les gens qui ont précédé le MoDem et les gens du MoDem eux-mêmes qui à chaque fois ont décidé de soutenir l'immigration, d'expliquer que l'immigration était une chance pour la France. On se souvient même de ces centristes qui expliquaient que la mission de la France était de faire en sorte évidemment d'accueillir tous les immigrés possibles et même de faire en sorte de financer des emplois dans les pays d'où venaient ces immigrés. C'est-à-dire, il fallait non seulement les accueillir en France, mais en plus se ruiner pour qu'il y ait des... mais c'est... Voilà. Non, mais c'est-à-dire... Chance pour la France, c'est vraiment un mot de centriste, en fait. Ah oui, bien sûr. Il faut... on a l'impression que c'est un mot de gauchiste. Non, pas du tout. Ce sont les centristes qui ont bâti, et alliance après alliance, gouvernement après gouvernement, cette idée qu'il fallait absolument que la France soit une auberge ouverte à tous les vents. Comme vous savez que je suis une personnalité très modérée, mesurée... c'est pour ça qu'on vous accueille sur Radio Courtoisie. Et raisonnée, je vous dirais que l'immigration fut une chance pour la France dès lors qu'elle devenait française. Qui oserait dire que les Guillaume Apollinaire, les Yves Montand, les Marie Curie n'étaient pas une chance pour la France. Le problème d'aujourd'hui, c'est que l'immigration est une chance pour la France jusqu'à ce qu'elle commence à aimer la France et à la défendre. Là, elle devient d'extrême droite. Et vous avez le spécimen de cette immigration devant vous, Richard, ce matin, c'est moi-même, puisque
tant que j'étais dans le cheptel de l'immigration neutre ou haineuse de la France, que je n'ai jamais été, mais neutre au moins, les gauchistes projetaient sur moi tous leurs fantasmes victimaires des opprimés de la terre, etc. Dès que je me suis assimilé à la France et que j'ai commencé à défendre la France, je suis devenu un migrant d'extrême droite. Ça existe. Mais oui, mais c'est pas bien. C'est un peu comme Marion Maréchal ou Marine Le Pen. Ce sont des femmes d'extrême droite et donc du coup, ce ne sont plus des femmes. Vous êtes un migrant d'extrême droite, vous n'êtes plus un migrant. Exactement. D'ailleurs, vous êtes naturalisé, ça tombe bien. Exactement. Donc, si vous voulez, le système dis-moi quelle immigration tu promeus et tu trimbales sur les plateaux télé, je te dirai quelle idée tu as de la France. Voilà la séquence, c'est quoi ? Qui on balade aujourd'hui sur les plateaux de télévision des chaînes du service public ? On balade les Daniel Obono, les Rokhaya Diallo, les Yacine Bellatar, on fait l'éloge d'une Aya Nakamura, et vous avez surtout pas le droit de dire que ces gens sont pas français. Si vous osez dire que Yacine Bellatar est marocain, ou qu'Aya Nakamura est malienne, ou que Daniel Obono et Rokhaya Diallo sont africaines, vous êtes un sombre raciste d'extrême droite. En revanche, lorsque vous avez un immigré assimilé qui défend la France, là, vous avez entièrement le droit de le ramener à ses origines. Dire que la gauche passe son temps, et la diversité islamisée, à dire « mais t'es pas français, t'es égyptien ». Oui, et aussi à reprocher à ces immigrés qui ont choisi la France d'être en fait asservis aux colonialistes. Voilà, Rachel Kahn a très très bien parlé de la manière dont on traite ces gens-là de bounty, comme quoi, effectivement, puisqu'ils ont choisi la France, il faut absolument expliquer qu'ils sont traîtres à leur ethnie, traîtres à leur origine. Bien sûr. Alors, dans un pays où, au contraire, le fait de se réinventer en permanence est présenté comme quelque chose de génial. J'ai le droit d'être un homme et de devenir une femme, j'ai le droit d'être une fleur et de devenir un chêne, j'ai le droit d'être un veau et de devenir une poule, mais je n'ai pas le droit de devenir français. Exactement. C'est la seule dysphorie qu'on ne vous accepte pas, d'une certaine façon. Vous avez le droit d'être dysphorique de tout, même être un dysphorique chromatique, vous sentir noir alors que vous êtes blanc, par exemple, ça existe. Mais vous n'avez pas le droit, effectivement, de changer d'identité, de vous assimiler à l'identité du pays dont pourtant vous portez la nationalité. C'est-à-dire qu'autrefois, si vous voulez, la carte nationale d'identité, c'était 3 termes consubstantiels. Carte nationale d'identité, c'est-à-dire que vous aviez une carte à l'intérieur de laquelle vous faisiez allégeance à une nation dont vous aviez l'identité. Et la haine de la France qui dirige la France depuis un demi-siècle a entraîné un plasticage de ces 3 notions de carte, de nation et d'identité. Donc aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui portent la carte, mais à l'intérieur de laquelle il n'y a plus de la nation, et encore moins l'identité nationale. Donc c'est pour ça que je vous dis, la France, le système antinational, si on doit résumer toutes les politiques qui ont été conduites en France depuis une 50aine d'années, ça tient en un mot, la haine de la France. Et vous déclinez une lecture des politiques menées en France à travers ce prisme de la haine, tout marche, y compris l'écologie. L'enlaidissement avec les éoliennes, l'arrêt des centrales nucléaires, la haine de la France. C'est ça qu'il expliquait. Donc, comme vous haïssez la France, vous allez aussi haïr tout ce qui lui ressemble, ou tout ce qui tente de lui ressembler. Parce qu'il ne faut jamais oublier que dans le mot identité nationale, il y a le mot identique. Alors évidemment, il ne s'agit pas pour moi de devenir un grand blond alsacien, mais il y a une identité d'identité, si je puis dire, qui fait qu'une fois que vous êtes devenu français d'identité, de culture, de comportement, etc., eh bien, la France, c'était ce pacte millénaire entre l'immigré et la France, c'est que fais ce que tu peux pour nous ressembler, pour devenir à notre identité nationale, et la France te traitera comme un de ses enfants, comme n'importe quel autre. Voilà le modèle dont moi j'ai bénéficié, dont toute la génération d'immigrés avant moi a bénéficié. Aujourd'hui, c'est plus tu nous ressembles, plus nous te haïssons. Pourquoi ? Parce que nous haïssons la France en premier chef. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas soutenir les chrétiens d'Orient, parce qu'ils nous ressemblent trop. C'est pour ça aussi que nous ne soutenons pas nos amis israéliens, parce qu'ils nous ressemblent aussi d'une certaine façon. Ils vivent comme nous. Quand vous allez à Jérusalem ou à Tel Aviv, et vous n'êtes pas dépaysés complètement, alors que si vous allez dans un autre endroit du monde, vous le serez. Donc tout ce qui nous ressemble est haï au même titre que la haine de soi qui est pratiquée à haut niveau. Donc moi j'ai envie de dire, ceux qui nous donnent des leçons de tolérance, d'humanisme, d'amour du prochain, il ferait mieux de commencer par s'aimer eux-mêmes, parce que jamais dans aucune civilisation, l'amour du prochain n'a eu pour préalable la haine de soi. Alors, et cette haine de soi, elle prend ces jours-ci
une forme bien précise. Donc, on a vu que les crèches continuent à être bannies de l'espace public, mais en revanche, il est parfaitement légitime pour les mêmes municipalités qui expliquent que la crèche n'a rien à faire dans l'espace public, de louer des salles ou même d'offrir des salles aux musulmans à l'occasion du Ramadan. Mais c'est exactement, si vous voulez, une transition excellente par rapport à ce qu'on vient de discuter. C'est limite qu'on aurait préparé l'émission avant. En fait. Exactement. Alors, hier, quand je vous ai parlé de ce thème, vous m'aviez demandé d'identifier quelle salle et quel lieu. J'en ai identifié au moins deux. Vous voyez, le Conseil d'État, en novembre 2022, comme vous le savez, a confirmé l'interdiction de la crèche à Beaucaire. Hein. Vous vous rappelez de ça? Oui. Réitéré d'ailleurs depuis. Tout à fait. Eh bien, figurez-vous qu'au nom de la laïcité, le même Conseil d'État valide le prêt d'une salle à Nice à une organisation musulmane pour le Ramadan. Et c'était l'année dernière, en mars 2024. Donc vous voyez que ce concept de laïcité, il est à géométrie variable pour le système gaucho-progressiste antinational. La laïcité, en principe pour les nationaux et les patriotes et une France qui s'aimerait, devrait être un bouclier qui protège la France contre tous les irrédentismes alter-identitaires d'obédience religieuse pour préserver l'identité et les racines chrétiennes de la France. Or, la gauche et le système antinational, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le retournement des armes de la France et de la République contre elle-même, eh bien, ils se servent de la laïcité pour plastiquer les derniers murs porteurs de la civilisation judéo-chrétienne française et, au nom de cette même laïcité, ils ouvrent la porte à tous les irrédentismes alter-identitaires religieux, l'islam au premier chef. Je crois qu'on peut pas être plus clair. Là, franchement, le Conseil d'État signe la haine de la France qui doit être transpirée même à travers le droit. Parce que je ne vois pas, si vous voulez, en quoi une crèche peut déranger même les musulmans. Vous savez que en fait, on leur fait porter beaucoup de choses aux musulmans, mais les musulmans, la communauté musulmane, je connais plein de musulmans, personne n'a jamais demandé à ce qu'on retire la crèche d'une mairie. Vous savez que moi, quand dans mes fonctions diplomatiques antérieures, j'ai été affecté dans le Proche et Moyen-Orient pendant des années en tant que conseiller financier régional. Je me suis rendu à Téhéran, je me suis rendu à Bagdad, je me suis rendu dans plein de capitales arabes. Vous savez qu'à Téhéran, j'ai vu une énorme image de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus pendant le mois de Noël, c'est-à-dire le mois de décembre. Et ça leur pose pas de problème. Vous savez qu'en Égypte, par exemple, sur une grande place égyptienne, vous aviez une crèche avant le 25 décembre. Non, ça me dérange que les anticléricaux recuient dans une espèce de sacralisation de la Troisième République. D'autant plus que le Coran, s'il ne reconnaît pas la résurrection du Christ, Sayyid Narissa dans le Coran, c'est un prophète dont ils reconnaissent la naissance et dont même il l'a faite. Donc ça ne les dérange pas. Donc en fait, c'est comme si... Et là, c'est très dangereux parce que ça veut dire que le système antinational qui nous dirige va instrumentaliser ce qu'il croit être l'islam à la seule fin de poursuivre la destruction de l'identité française. Et chrétienne. Dans ce combat culturel, dans ce combat identitaire, dans ce combat de civilisation, en fait, certains ont choisi d'être... très affirmatifs, très brutaux, très péremptoires. Voilà, Alice Weidel avec l'AfD, Donald Trump aux États-Unis, etc. Et on se rend compte que, ceux qui ont salué en Trump, à tort ou à raison, une espèce de champion de l'anti-wokisme, en ont retiré d'une certaine manière un appui d'une part et un bénéfice, un appui de la part des États-Unis et un bénéfice électoral. L'AfD, par exemple, est devenu le deuxième parti allemand on a l'impression que le Rassemblement national a loupé le coche là-dessus. Il a loupé le coche. Ce qui est paradoxal, si vous voulez, avec le Rassemblement national, c'est que il a été à l'avant-garde, à travers la voix de Jean-Marie Le Pen notamment, de tout ce qui est en train d'arriver à la France, en termes de grands remplacements, en termes d'islamisation, en termes de wokisme. Jean-Marie Le Pen avait vu tout cela. Alors, il avait ses outrances, que nous ne saurons cautionner, mais en tout cas, sur l'analyse du devenir de la France, il ne s'était pas trompé. À une époque où bien peu de personnes en France étaient susceptibles de l'écouter et de l'entendre, et de le transformer en vote encore moins.
Il se trouve que l'évolution de la France a rejoint les propos qui paraissaient totalement outranciers, exagérés, extrémistes, il y a une quarantaine d'années. Et au moment où la France est mûre pour entendre le grand remplacement, pour entendre l'islamisation, pour entendre l'antimondialisme, l'anti-européisme, le Rassemblement national reflue. Lui, il est dans une logique inverse de, comment dirais-je, de politiquement correctisation de sa ligne, au moment même où la France est à un point de bascule. Donc c'est pour ça que le Rassemblement national a refusé de soutenir ouvertement la campagne de Trump. Ce qui de toute façon est aberrant, parce qu'on ne voit pas bien pourquoi un parti politique français soutiendrait un candidat américain. Mais surtout, ils se sont volontairement tenus à distance du discours de Trump. Mais quand je dis soutenir, évidemment que nous ne sommes pas américains, nous n'avons pas. Mais au moins, si vous voulez, admettre publiquement que dans le programme de Trump, il y a quelques ressemblances quand même, et non des moindres, quelques môles programmatiques communs. Et une vision du monde commune avec Donald Trump. Ils auraient pu au moins dire ça. Eux, ils sont restés en retrait en disant non, mais Trump, c'est genre un modèle de cow-boy américain, c'est pas notre culture, nous ne cautionnons pas, nous soutenons pas. Et voilà ce qui arrive, si vous voulez. Donc Trump a gagné. Évidemment qu'il n'a pas invité le Rassemblement national à son investiture et il n'a pas décidé d'en faire un interlocuteur en France. Le Rassemblement national a coupé les ponts avec l'AfD en disant ils puent des pieds, c'est des antisémites, la rémigration, tout ça c'est pas pour nous, on coupe les ponts. Résultat des courses, l'AfD est devenue la deuxième force du pays. Évidemment, le Rassemblement national ne fait pas partie des gens qu'ils inviteront pour fêter leur victoire. Et donc c'est ce qui arrive, si vous voulez, quand l'action politique d'un parti qui plus est national et patriote, autoproclamé, c'est ce qui arrive quand l'action politique est dictée davantage par la volonté de ne pas déplaire à France Inter que d'assumer ses convictions jusqu'au bout. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Pourquoi Trump gagne, toute proportion gardée, parce que la France, c'est pas les États-Unis. Pourquoi en Allemagne? Parce que pour que l'AfD, mon cher Richard, qui est quand même un parti dont tout le monde, moi je crois pas ça, mais dont tout le monde dit qu'il est d'extrême droite, qu'il a des relents nazis, etc. Pour qu'un parti comme ça gagne dans une Allemagne où tout ce qui est extrême droite, référence plus ou moins vague au nazisme, etc., c'est le tabou absolu. C'est vraiment qu'il est en train de se passer quelque chose en Allemagne pour que l'AfD arrive, malgré tout le matraquage nazifiant de leurs adversaires, qu'il arrive à la place de deuxième dans une élection nationale, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose. Ne pas comprendre ça et croire que nous baignons toujours dans un monde où le politiquement correct a son avenir, c'est se tromper totalement et se condamner à l'échec pour les années à venir. Il nous reste à peine quelques minutes et ce qui est fascinant, c'est qu'en ce moment, l'idée de remettre en cause l'accord de 1968 est portée aussi bien par Gabriel Attal, Bayrou, Retailleau. Autrement dit, tous ceux qui commencent à admettre que l'immigration est un vrai problème sont en train de mettre sur la table des propositions diplomatiques précises, sont en train de mettre en cause une partie de l'arsenal judiciaire français. Et est-ce que le Rassemblement national risque de se voir dépouillé de son discours anti-immigrationniste, de ses propositions au profit de gens qui vont être capables de les mettre en œuvre avant qu'ils n'arrivent au pouvoir? Vis-à-vis de l'électeur lambda qui ne pense rien, très sûrement. Vous savez, je voudrais ouvrir d'ailleurs votre propos à 2027. Aujourd'hui, le vote du Rassemblement national peut être comparé à une bulle spéculative qui est... comment dirais-je, nourri par deux carburants. Le premier carburant, c'est que pour l'instant, Jordan Bardella est mis en avant et Marine Le Pen a pris du recul. Donc évidemment, la jeunesse, la fougue, etc. de Jordan Bardella fait que ça attire une sympathie d'électeurs, notamment chez les jeunes. Et deuxièmement, la haine anti-Macron, viscérale, qui fait que même les gens qui ne cautionnent pas le Rassemblement national vont voter pour ses pires ennemis, pour les pires ennemis de Macron. Sauf que ces deux carburants vont disparaître, si vous voulez, en 2027. 2027, Marine Le Pen sera probablement candidate, si elle n'est pas empêchée avant, mais elle sera la candidate naturelle de son camp. Or, il n'y a pas particulièrement une envie de Marine Le Pen dans le pays, ça ne vous a pas échappé. Et Macron ne sera plus candidat à sa succession.
Donc le deuxième carburant tombe. Donc 2027 reste ouvert. Par rapport à la question que vous posez maintenant, c'est vrai que la droite et le centre ont toujours le verbe haut en matière migratoire pour calmer les esprits, mais ils ont toujours la main moite quand elle n'est pas mièvre dans l'action. En réalité, le seul parti qui a le verbe juste et la volonté réelle de régler ce problème, c'est Reconquête. Éric Zemmour a identifié le problème depuis des décennies. Il continue d'ailleurs à dire, y compris à déplaire au système. Et déplaire au système, je vais vous dire, c'est le symbole de votre courage. Parce que ceux qui nous disent qu'ils n'ont pas le courage de dire pour ne pas déplaire, alors il ne faut pas les croire quand ils vous disent qu'ils auront le courage de faire. Quand on n'a pas le courage de dire, on n'aura pas le courage de faire. Merci mille fois Jean Messia et évidemment à la semaine prochaine, où on vous retrouvera un jour et une heure habituels et nous allons bien sûr tout de suite continuer ligne droite.